Technique, pas de problème. On va parler des considérations majeures. À savoir, quelle est la famille que vous voulez avoir. On va parler de la GPA par rapport à la procréation aussi, pour autrui. Donc, procréation pour autrui, c'est quand la mère porteuse est aussi la mère biologique. On va parler aussi des donneuses anonymes ou pas anonymes. On va parler des décisions médicales qu'il faut parfois prendre. Et ensuite, on va parler des considérations éthiques et sociales qui sont très importantes si vous choisissez de vous lancer dans cette aventure de GPA. Ensuite, dans la deuxième partie de l'ordre du jour, on va parler des prestataires. Comment choisir ces prestataires? Quelles sont les meilleures ressources disponibles en termes de recherche, par exemple? Est-ce que vous allez travailler directement avec une agence ou avec une mère porteuse indépendante? Comment trouver une clinique? Comment trouver une donneuse? Et surtout, comment trouver un avocat? C'est très important, on en parlera. Et après cette session, on aura des petites sessions spécifiques par pays. On aura des experts juridiques médicaux provenant de différents pays et on va vraiment se concentrer sur les situations par pays. Ensuite, dans la deuxième partie de la journée, on va parler de la budgétisation. Le budget, c'est très important. Ron a mis sur pied des feuilles de calcul Excel pour vous montrer quelles sont les meilleures pratiques et comment ça peut vous aider. Et ensuite, je parlerai de notre GPAP, notre programme d'assistance pour l'homoparentalité, GPAP, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. D'abord, la terminologie. Qu'est-ce que la GPA? C'est l'action d'une femme de manière altruiste qui va porter un enfant pour ensuite le donner aux futurs parents. Et ça, c'est vraiment controversé en Europe. Ici, vous voyez le mot altruiste. Je sais qu'à New York, il y a une interdiction de la GPA commerciale, mais pas de la GPA altruiste. En fait, GPA altruiste, c'est sans rémunération. Je vous dirais que toutes les mères porteuses avec lesquelles j'ai parlé, la plupart d'entre elles ont été rémunérées, mais elles l'ont fait pour une raison qui est liée à l'amour, qui est liée à une compréhension profonde du cadeau qu'elle fait à un couple pour que ce couple puisse avoir une famille. En fait, il y a deux types de GPA, donc traditionnel et gestationnel, traditionnel, procréation pour autrui. Et il y a deux façons de le faire de manière indépendante, donc directement avec la mère porteuse ou via une agence, et j'entrerai dans les détails. Je vais passer le micro à Ron. Ron va vous parler des parties, des acteurs qui sont impliqués dans la GPA. Donc dans les cas où vous avez une donneuse qui n'est pas la mère porteuse. Pour la terminologie, on vous a donné des présentations PowerPoint qui sont un peu différentes. Il y a plus de détails dans vos présentations. Lisez-les en rentrant chez vous. Si vous n'en avez pas reçu une, je vous enverrai une version PDF. Vraiment beaucoup de matériel. Ce sera plus facile à intégrer si vous lisez la présentation chez vous. On utilise des abréviations en termes de GPA. On utilise les lettres GS pour la GPA. Les futurs parents, on les appelle IP, Intended Parents. C'est là que vous commencerez si vous voulez vous lancer dans cette aventure qu'est la GPA. Ensuite, il y aura un processus de sélection de la part des agences. Les agences auront certains critères d'acceptation. On pense que ça doit fonctionner comme ça, mais en même temps, on pense que tout le monde a le droit d'être parent. Mais on comprend aussi que les mères porteuses doivent être protégées. Ensuite, vous avez la donneuse d'ovocytes. En tant qu'homme, on n'a pas d'ovocytes. On parle de ED, donc Egg Donors, à savoir donneuse d'ovocytes.
Cette personne peut être un proche ou non, pour vous donner ces ovocytes. Ensuite, on parle des mères porteuses. Les mères porteuses, GS pour l'acronyme, non pas GS, GC, les mères porteuses, l'acronyme anglais. Vous avez besoin d'avocats pour rédiger un accord avec ces mères porteuses. Et on parlera plus tard de ces mères porteuses. On vous expliquera comment vous pouvez les trouver. Et ensuite, pour ramener le bébé chez vous, vous avez aussi besoin de l'aide d'avocats pour que vous soyez reconnus comme les parents légaux de cet enfant, de ce bébé. On parlera de toutes ces choses plus tard. Mais voilà, donc les acronymes, vous les avez à l'écran, on les utilisera pendant toute la journée. J'aimerais bien vous montrer une petite carte, un aperçu général. On ne l'a pas mentionné d'ailleurs, mais on a une initiative, les conseillers de GPA en quelque sorte. Le but, c'est que les couples qui ont utilisé la GPA nous donnent un retour d'informations sur les prestataires de services auxquels ils ont fait appel, les différents services qu'ils ont eus, combien ça a coûté, combien de temps ça a pris. Je me rends compte qu'un journal belge, hier, a vu la liste que vous avez dans une des présentations, dans votre programme, la liste des prix, la liste des services. Et ils ont dit qu'on pouvait acheter un bébé pour 20 000, 10 000, 15 000. Et ils ont publié ces chiffres dans un journal belge en disant que c'était une liste de prix des bébés que l'on vendait. Ouais, bien sûr, ce n'est pas le cas. Ce sont simplement les résultats des sondages que l'on fait. Et généralement, on peut vous dire que ça prend 1 an et demi pour avoir un enfant via la GPA. On commence par choisir une agence GPA et une clinique. Parfois, on le fait ensemble, ou d'abord une agence puis une clinique. Parfois, une agence vous propose une clinique. Ensuite, immédiatement, ils cherchent des mères porteuses pour vous. Ça peut prendre du temps. Ici, on parle de la situation aux États-Unis. On a aussi une agence, une clinique qui sont au Canada. Les processus sont très similaires là-bas, pas identiques, mais on ne parle ici que du Canada et des États-Unis, pas d'autres pays. À ce moment-là, vous attendez donc d'avoir une mère porteuse, de trouver une mère porteuse, et ensuite, vous ferez les contrats. Généralement, on va voir les mères porteuses chez elles, on va leur rendre visite. Ensuite, on doit retourner vers la clinique et on commence à faire les examens médicaux, surtout pour la mère porteuse. Ensuite, il faut trouver une donneuse d'ovocytes. Ça prend moins de temps de trouver une donneuse d'ovocytes qu'une mère porteuse. Et souvent, on vous demande de trouver d'abord une mère porteuse avant de commencer à chercher une donneuse d'ovocytes dans les différentes bases de données. Et parfois, des couples décident de choisir un proche pour la donneuse d'ovocytes. Et ensuite, lorsque tout le monde est prêt, la clinique va tout organiser, commencer à donner des médicaments pour préparer les corps. Et ensuite, on aura aussi un panel d'experts à 2 heures et ils parleront plus des aspects médicaux. Mais donc, il y a l'extraction. Et on en parlera un peu plus tard, on parlera des aspects médicaux plus tard. Donc, il y a l'extraction des œufs, la récupération des ovocytes. Ensuite, 5 jours plus tard, il y a le transfert. Donc, les ovocytes qui ont été fécondés sont devenus des embryons et ils sont transférés vers la mère porteuse. Et ensuite, après,
Espérons-le, le test de grossesse sera positif quelques jours plus tard. L'agence, pendant tout ce temps-là, est censée vous apporter de la coordination et du soutien tout au long du processus. Après les 3 premiers mois de la grossesse, normalement, la clinique n'a plus de rôle à jouer. C'est ensuite la mère porteuse qui va voir son propre médecin là où elle vit. Il y aura aussi des aspects juridiques à régler pour la naissance. Il y aura les soins de maternité et ensuite l'accouchement. Si vous transférez un embryon, les chances de ne pas avoir une grossesse la première fois sont de 50% ou peut-être 40% si vous transférez 2 embryons. Les chances le taux de grossesse 70%. Donc parfois il faut faire plusieurs essais si les premiers essais ne sont pas fructueux. Oui, Anthony, tu peux continuer. Les étapes légales. La GPA aux États-Unis fonctionne État par État. Je l'ai déjà dit, à New York, la GPA commerciale est illégale. Mon mari et moi-même avons un enfant et notre mère porteuse vit en Virginie, mais elle a donné naissance en Caroline du Nord. Donc, on a dû voir ce qui allait se passer si elle accouchait en Caroline du Nord ou en Virginie, parce que c'était différent. En fait, quand vous choisissez votre mère porteuse, si vous utilisez une agence, en fait, l'agence va se charger de la recherche juridique sur les différentes législations en fonction des États. Si vous le faites de manière indépendante, c'est vous qui devez contacter un avocat dans l'État où votre mère porteuse accouchera. C'est un avocat qui doit bien connaître les lois en termes de médecine reproductive, particulièrement pour l'État concerné. Mais je parlerai surtout des agences. En fait, au départ, vous allez signer un contrat avec votre partenaire ou seul si vous êtes seul. Vous allez signer un contrat avec l'agence. Pendant cette première partie de ce projet, vous n'allez pas être représenté. L'agence va essayer de gérer les relations que vous aurez avec elle, mais c'est complexe parce qu'il y a de l'argent qui est échangé. Il faut s'assurer que vous soyez protégé, que vous compreniez le projet dans lequel vous êtes en train de vous lancer. Si vous avez des questions sur un contrat avec une agence, vous avez tous les droits de demander des modifications du contrat ou d'exiger des clarifications. Vous avez le droit de demander, d'entrer en contact avec d'autres personnes à qui l'agence a travaillé, mais ça, c'est la première partie juridique que vous aurez si vous travaillez avec une agence. Et l'agence vous représentera par la suite dans tout le projet avec la mère porteuse. Ils vont probablement également coordonner la représentation légale de votre donneuse de vos sites et de la mère porteuse également. Et ensuite, ils vous représenteront, vous, dans ce processus. Et enfin, brièvement, je voudrais toucher à ce qui est probablement la chose la plus importante, à savoir l'établissement des droits parentaux pour le père non biologique. En Europe, si vous choisissez d'avoir votre enfant aux États-Unis, il y a également la question de l'établissement de la citoyenneté, de la nationalité de votre enfant lorsqu'il rentrera. Il y aura ensuite des panels spécifiques pour chaque pays avec des avocats spécialisés. Mais généralement, au moins en ce qui concerne les États-Unis, il y a ce qu'on appelle un ordre prénatal qui établit les droits parentaux du père non biologique. Beaucoup d'États, beaucoup de pays ont des critères différents selon que la mère porteuse soit mariée ou non. Et le mari de la mère porteuse doit également signer un déni de paternité, tel qu'on l'appelle, au moment de la naissance pour que l'on puisse vous accorder, en tant que père non biologique, la parenté. J'aime beaucoup cette photo. Parlons maintenant des questions principales avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet. Premièrement, il faut savoir si vous voulez
avancer indépendamment ou le faire à travers une agence. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui le font indépendamment. Ce sont les personnes les plus organisées du monde. Ils sont obligés de réunir énormément de gens, de les coordonner. Et je dois vous dire, d'un point de vue logistique, pour quelqu'un ici, de coordonner les choses avec les États-Unis, c'est quelque chose qui sera 2 fois plus difficile. C'est possible cependant. Et je dois le dire, si vous envisagez de le faire tout seul, parce que l'une des moyens de payer moins d'argent, c'est de ne pas passer par une agence. Il faudra trouver votre mère porteuse indépendamment. Vous pouvez le faire à travers des amis, vous pouvez le faire sur Internet. Il existe des sites dédiés, mais faites bien votre recherche sur ce site. Essayez de trouver une mère porteuse qui a déjà porté des enfants. Ça, ce serait l'idéal. Vous devez également identifier les prestataires, la clinique, une agence qui pourrait éventuellement trouver une donneuse pour vous, un contrat qui va rédiger le contrat de GPA. Il faut que ce soit un avocat qui connaisse bien le droit de l'État où la naissance va avoir lieu, mais il faut également qu'ils connaissent la loi de l'État de résidence de la porteuse. Et il va aussi vous falloir un réseau de soutien psychosocial dont vous allez avoir besoin, vous et votre donneuse et la porteuse. Et il faut savoir si vous voulez entrer dans une relation personnelle avec votre donneuse. Dans mon cas, je sais que la donneuse a eu des jumeaux et l'un des jumeaux est mort. Et nous avions une agence qui a mis à disposition une travailleuse sociale pour nous et pour la mère porteuse. C'était une situation très difficile. Ce n'était pas anticipé. Nous savions qu'il y avait une possibilité. Et c'est une blague. Généralement, on dit, lorsque vous prévoyez d'avoir des enfants, vous ne prévoyez rien parce que tout peut changer. Mais il faut dire que c'est un aspect qui nous a aidés. Qu'il y ait un système en place, qu'il y ait des travailleurs sociaux qui ont pu nous aider. Si vous passez par une agence, c'est l'agence qui va identifier et tester les donneuses, les porteuses. Ils vont également vous soutenir. Ils établissent également la liaison, ils font le va-et-vient entre les différentes parties. Et ils essaient de prévoir, d'avoir un contrat qui puisse prévoir toutes les possibilités. Tout peut avoir lieu et parfois vous allez devoir négocier et l'agence va pouvoir donc être votre médiateur. L'agence travaille avec l'ENIC pour coordonner les parties, pour l'extraction et le transfert. Ils vont également rédiger les contrats de GPA. Et ce sont généralement eux également qui coordonnent les avocats pour l'établissement des droits parentaux du parent non biologique. Ce que je fais moi à New York, c'est ce travail-là. Moi, je m'occupe de l'établissement des droits parentaux pour des parents qui ont eu leur GPA ailleurs qu'à New York, mais qui vivent à New York. Je vais parler brièvement des différences entre la procréation pour autrui et la GPA. Avec la procréation par autrui, il n'y a pas besoin de donneuse parce que c'est la mère porteuse qui donne ses propres ovocytes. Il n'y a pas besoin de fécondation in vitro. Donc le processus est beaucoup plus simple. Avec une procréation pour autrui, on peut avoir une insémination artificielle, tout type de système. On appelle ça, il y a des noms un peu particuliers, mais peut y passer. Cela ne va pas forcément être plus rapide. C'est quelque chose qui peut être moins cher, mais souvent cela représente les mêmes dépenses que pour la GPA. Donc on ne peut pas être certain que cela va être moins cher. Mais l'un des autres avantages est que votre enfant va connaître sa mère biologique. Et la tendance que je remarque aux États-Unis, c'est que les futurs parents veulent avoir une relation qui continue avec la mère porteuse. Généralement avec la mère porteuse, mais beaucoup, et c'est mon cas, avec la donneuse d'ovocytes également. Avec la GPA proprement dite, on peut trouver une donneuse et une porteuse qui sont le plus adaptées à chaque rôle. Il y a beaucoup plus de donneuses que de porteuses potentielles.
Donc, si vous essayez de chercher, par exemple, des paramètres tels que l'ethnicité qui fonctionne avec le père biologique, le père non biologique, et là, avec une donneuse séparée, vous avez plus de possibilités. Il y a quelque chose qui est très spécifique à notre cas, c'est qu'il était beaucoup plus facile pour notre mère porteuse d'abandonner les droits parentaux parce qu'elle n'avait pas de lien biologique avec l'enfant. C'était une barrière biologique. Elle comprenait depuis le départ notre relation et nous avions une relation qui était ouverte et honnête, mais elle a dit que c'était plus facile pour elle parce que ce n'était pas son enfant, biologiquement parlant. Il y a également des considérations juridiques et tout particulièrement pour l'établissement des droits parentaux du père non biologique au moment du retour dans votre pays. Si il s'agit d'une procréation pour autrui, il y aura peut-être des difficultés supplémentaires au moment de l'établissement de ces droits parentaux, ou plutôt au moment de l'annulation des droits de la porteuse lorsque vous voudrez faire une adoption dans votre pays d'origine. Et ensuite, avec une procréation, cela peut créer moins d'ambiguïté au point de vue du rôle de la mère porteuse dans votre vie. Mais cela dépend des cas. Je connais beaucoup de cas où les parents continuent à avoir une relation très positive avec les femmes qui leur ont permis d'avoir des enfants. Et je suis certain que ce sera la même chose pour vous. Maintenant, nous allons parler des donneuses anonymes ou connues, identifiées. Bonjour, je m'appelle Jean Cholvastre. Je suis un membre du conseil de direction de Many Having Babies et je participe ici en tant que biopapa homosexuel, mais également en tant que gynécologue. Je ne travaille pas directement dans le domaine de la fertilité, de la fécondité, mais je veux bien vous donner des conseils. Vous pouvez m'envoyer des emails ou me parler directement en ce qui concerne les aspects médicaux. Parce que si vous pensez que les aspects politiques ou juridiques de la GPA sont compliqués, n'oubliez pas que les problèmes médicaux sont également très complexes. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. Lorsque vous choisissez une donneuse d'ovocytes, généralement parlant, vous voulez décider si vous voulez quelqu'un d'identifié que vous connaissez ou une donneuse anonyme. Et ça dépend de ce que vous voulez pour vous-même et pour votre enfant. Par exemple, j'ai des amis, et peut-être que cela concerne certains d'entre vous également, qui veulent avoir une certaine relation avec leur donneuse d'ovules. Parfois, ils veulent juste l'avoir rencontrée. Mais d'autres disent qu'ils ne veulent pas seulement la rencontrer, mais également qu'elle fasse partie de leur vie et de la vie de leur enfant. Et que lorsque l'enfant aura 18 ans, qu'il ait une relation avec vous. Cela peut être plus compliqué lorsque ce sont les critères que vous avez en tête, parce que les donneuses ne seront pas toutes prêtes à avoir une relation qui continue. Elles seront peut-être prêtes à entrer en relation avec vous au moment du don, mais ensuite elles diront « Non, je veux que ma vie avance, j'aurai ma propre vie, et je n'ai pas envie que quelqu'un vienne vers moi et me dise « Ah, je suis votre fils, je veux avoir une relation avec vous parce que vous étiez ma donneuse d'ovocytes. » Alors, il y a beaucoup de parents qui veulent avoir une relation avec les donneuses, mais plus qui ne veulent pas de relation ou une relation très brève. Alors, si vous choisissez la donneuse ou si vous la connaissez, vous aurez une meilleure impression de cette personne. Et si vous allez avoir une relation à long terme avec cette personne, vous allez continuer à la connaître. Par exemple, si elle a un cancer du sein, par exemple, cela vous donnera des informations, vous aurez une meilleure connaissance de son historique médical. Et cela leur permettra également de rencontrer les enfants si vous le souhaitez. En ce qui concerne le don anonyme, je sais que dans beaucoup de pays, c'est la seule manière de faire, si je ne me trompe pas. Je crois que dans certains cas, les donneuses non anonymes sont autorisées, mais je crois que dans la plupart des pays, c'est obligatoire.
Lorsque l'on trouve une donneuse anonyme, on a généralement un profil avec des photos de la personne en tant que bébé, une fois arrivé à l'âge adulte, et généralement c'est moins compliqué. Il y a moins de barrières juridiques. Je crois qu'il ne faut pas trop intellectualiser la chose, parce qu'en fin de compte, c'est un saut dans l'abîme que de commencer à avoir un enfant. Si vous dites je veux une donneuse qui aime Chopin, qui aime les fraises, qui mesure 1,70 m et je veux qu'elle vienne de Lituanie, eh bien vous allez avoir beaucoup de mal à trouver une donneuse. Mais il y a également des futurs parents qui ont dit écoutez, il y a beaucoup de diabète dans ma famille et beaucoup de diabète, de cancer de ma famille. Il faut essayer de trouver qui n'est pas ces problèmes. En ce qui concerne la beauté, tout est subjectif également, il faut le dire. Donc, en fait, l'enfant que vous aurez aura généralement peu à voir avec les gènes. Maintenant, les choix médicaux typiques. Les ovocytes frais, partagés ou congelés. Maintenant, vous pouvez trouver votre propre donneuse que vous ne partagerez pas. Je sais que vous êtes gay, mais vous saurez peut-être qu'une femme n'ovule qu'une seule fois par mois. Hein. Lorsque nous trouvons une donneuse, nous leur donnons des médicaments, enfin la clinique le fait, pour qu'elles aient entre 15 et 25 ovocytes. Et une fois qu'elles ont pris ces médicaments, on va extraire ces 15 à 25 ovocytes. Et on espère en avoir le plus possible. Ensuite, on va féconder ces ovocytes et ensuite, on arrive jusqu'à 2/3 de ce que l'on appelle des embryons de bonne qualité. On peut avoir un cycle frais partagé. Étant donné qu'une donneuse va donner 15 à 25 ovocytes, si vous êtes un couple ou une personne célibataire et vous voulez un seul enfant, vous pourrez partager avec un autre couple ou une autre personne célibataire comme vous, et c'est une personne qui va garder les ovocytes pour s'en servir. Je connais des gens qui voulaient un bébé d'un sexe particulier, cela éliminait donc la moitié des ovocytes. Donc, si vous partagez avec un autre couple, là vous laisse un quart des ovocytes pour vous. Il faut également décider, savoir si vous voulez des transferts d'embryons multiples ou uniques. C'est une grande question. Mais heureusement, nous nous trouvons dans la meilleure catégorie en ce qui concerne la fécondation in vitro. Dans 97% des cas, ce sont des couples traditionnels, entre guillemets, des couples hétérosexuels relativement âgés qui ont eu du mal. Donc ce ne sont pas des cas faciles, mais ce sont les cas les plus communs. Dans votre cas, vous avez des ovocytes jeunes. Plus la donneuse est jeune, mieux cela vaut. Une donneuse de 19 ans est bien meilleure qu'une donneuse de 30 ans. 30 ans, c'est encore jeune. Mais voilà comment fonctionnent les choses. En ce qui concerne la GPA et la FIV, on se trouve dans le meilleur cas possible. On a des femmes en très bonne santé, des pères en très bonne santé, et il y a très peu de problèmes, donc on se trouve dans la meilleure situation possible. Si l'on transfère un embryon, et je ne vais pas vous donner des chiffres qui soient toujours exacts, cela change d'un cas à l'autre, mais généralement la probabilité de grossesse avec un transfert d'embryon est à peu près 55%. Si vous en mettez 2, cela augmente un petit peu, on passe à 65% apparemment. D'après certaines études, on dit que la probabilité de succès est à peu près la même avec un embryon unique ou des embryons multiples. Mais le débat est en cours.
Donc, disons qu'il y a une augmentation de 10 à 15% lorsque l'on transfère les embryons, et il y a à peu près 40% de chances que l'on ait des jumeaux dans ces cas-là. Et c'est quelque chose de conséquent. Lorsque l'on parle de probabilité d'avoir des jumeaux, il faut penser en termes relatifs. Parce que c'est un peu la seule chose que vous pouvez vous contrôler dans tout ce processus. Combien d'embryons vous voulez transférer? Si vous voulez avoir le risque d'avoir des jumeaux ou non. Et lorsque l'on parle de ce type de risque, les risques de fausses couches, de mort prémature, eh bien, tout cela est 3 à 4 fois plus probable avec des jumeaux. Mais bien sûr, je ne peux jamais prédire quand cela va arriver. Donc, si vous voulez choisir l'option la moins risquée, il faut préférer l'implantation d'un seul embryon. En ce qui concerne maintenant le test génétique des embryons, leur dépistage, je voudrais dire que aujourd'hui, nous sommes en 2015, et tous ces embryons qui sont créés, au bout de 3-5 jours, ce que l'on peut faire, c'est prendre une cellule de l'embryon, l'analyser, et non pas seulement savoir si c'est un garçon ou une fille, ce qui n'est pas important pour la plupart d'entre vous, mais pour savoir si tout est normal au niveau des chromosomes, parce qu'il y a un taux important dans les embryons créés artificiellement qu'il y ait une anormalité chromosomale. Nous espérons en avoir au moment où nous avons 46, mais s'il y en a plus ou moins, cela pose des problèmes. Donc, pour une certaine proportion des embryons artificiels, il y a une anomalie génétique. Donc, certaines personnes que juste en regardant au microscope, on arrive à identifier cela. Mais je peux vous dire que en prélevant, j'aimerais pouvoir vous dire qu'en prélevant une cellule, je vais pouvoir augmenter la chance de grossesse, mais ce n'est pas le cas. Ce PGS, ce dépistage génétique préimplantatoire, n'augmente pas les chances de grossesse. Peut-être qu'à l'avenir, cela changera, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, généralement, nous le faisons avec des femmes qui ont eu des soucis multiples, des fausses couches multiples. Donc, dans la plupart des cas, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé. Je vais maintenant passer la parole à Ron. Alors, il y a beaucoup de décisions à prendre, mais vous avez des gens tels que Georges et d'autres qui peuvent vous aider à prendre les décisions médicales. Et vous n'êtes pas obligé de vous souvenir de tout. Ces discussions que nous sommes en train d'avoir vont avoir lieu à bien d'autres occasions. Mais avant de commencer votre aventure, il faut vous poser des questions. Et cela peut vous aider d'avoir une méthode pour prendre ces décisions. Vous aurez peut-être beaucoup de petites décisions à prendre, et si vous décidez des principes au départ, tout particulièrement si vous êtes un couple et que vous voulez être certain que tout aille bien, il faut parler de certaines questions avant de partir dans cette aventure. Premièrement, il faut savoir quelle est votre vision. Qu'est-ce que vous envisagez pour votre famille? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui pense qu'une famille avec un enfant n'est pas complète? Est-ce que vous voudrez absolument avoir plus d'un enfant, même si vous essayez d'avoir des jumeaux et que vous n'avez pas des jumeaux, par exemple? Peut-être que vous voulez juste être un parent, même si cela n'est qu'avec un enfant. Et ensuite, combien de GPA est-ce que vous pensez pouvoir envisager, même si vous voulez plusieurs enfants ou même si vous n'en voulez qu'un seul? Il faut également, cela va avoir un impact sur, par exemple, le nombre de vos sites que vous voudrez transférer, parce que vous voulez les partager, comme on l'a dit, si vous voulez congeler des embryons. Mais par exemple, si vous voulez avoir plus d'enfants à l'avenir et vous voulez congeler des embryons pour cela, c'est une décision qu'il faudra prendre au cours de la première GPA. Il se trouve qu'on a besoin que d'une source de sperme par enfant, et si vous êtes un couple, il faudra décider comment vous y prendre.
Est-ce que l'un d'entre vous a plus envie d'être le père biologique que les deux? Est-ce que vous voudrez tous les deux devenir des enfants, des parents biologiques? Est-ce que vous voulez créer des embryons qui sont d'abord du premier papa et un deuxième bébé qui sera du deuxième papa? Ou si vous voulez avoir des jumeaux, utilisez du sperme des deux parents. Au moment de commencer ce processus de GPA, cela implique beaucoup votre relation. Il va y avoir beaucoup de relations que vous allez avoir avec d'autres parties. Il faut savoir la relation que vous voudrez avec la porteuse. Il y a des porteuses qui ont déjà fait des GPA. Pour elles, ce n'est pas toute une histoire. Elles voudront certainement être amies avec vous, mais elles ne vont pas être vos amies sur Facebook. Alors, si c'est ça que vous voulez, il faut y penser parce que une agence peut vous trouver une porteuse qui aura le même point de vue que vous. Donc, à deux, il faut définir quel est votre ressenti avant de commencer ce processus. Il y aura également les questions de donneuses, connues, anonymes. Vous pourrez avoir, par exemple, une donneuse que vous connaissez sans avoir une relation avec elle. Et il y aura des moments où votre tolérance au risque va jouer un rôle, parce que vous devrez prendre des décisions, par exemple, qui pourront vous faire réaliser des économies, mais qui augmenteront des risques et feront que vous devrez débourser plus tard. Donc parfois, cela peut être utile de dépenser plus dès le départ pour, en quelque sorte, vous protéger. Vous pouvez avoir, par exemple, des packs de FIV multiples. Donc il faut y penser. Est-ce que vous voulez prendre ce type de risque? Ou est-ce que vous voulez prendre moins de risques? De quel type de soutien avez-vous besoin et quelle quantité de soutien voulez-vous? C'est une question qui peut être différente selon qu'on parle des États-Unis ou de l'Europe. Mais même lorsque l'on parle de GPA avec une agence, il y a différents types d'agences, différents types de services. Il faut vous demander si vous avez besoin de plus d'accompagnement, de plus de soutien ou si vous êtes plus proactif. Et il y aura des moments où vous devrez prendre des décisions qui pèseront le pour et le contre en matière de temps par rapport au coût. Parfois, vous aurez l'option de payer plus en allant plus vite. Par exemple, nous vous recommandons de demander à une agence de trouver une porteuse qui a une bonne assurance santé. Donc, ici, nous sommes sur un continent où tout le monde a une bonne assurance médicale, mais aux États-Unis, certaines personnes n'en ont pas, certaines personnes ont de mauvaises assurances, entre guillemets. Et parfois, cela prend plus longtemps de trouver une donneuse avec une bonne assurance. Mais c'est quelque chose qui pourrait vous économiser de l'argent. Donc parfois, il faudra savoir si vous êtes pressé, si vous avez l'impression que vous êtes déjà un petit peu âgé, ou si vous êtes parfois impatient et vous êtes prêt à payer plus pour cela. Et parfois, il faut savoir que vous pourrez économiser de l'argent en étant un petit peu patient. Je crois que maintenant, avant de passer à l'adoption, nous allons parler des questions qui pourraient rendre l'aventure plus facile pour vous. Personnellement, pour moi, il s'agit certainement de l'information la plus importante, à savoir la négociation de votre processus, parce que c'est un processus personnel. Une mère porteuse n'est pas une prestatrice de service, c'est une personne qui fait quelque chose d'absolument fantastique pour vous. Et les problèmes dont j'ai entendu parler ont souvent
à voir avec une incapacité de la part des futurs parents de comprendre ce concept. La mère porteuse n'agit pas dans le vide. Elle va rentrer chez elle, dans sa communauté. Elle est soutenue par sa famille. Si elle est mariée, son époux va être à côté d'elle tous les soirs au cours de sa grossesse, tout en sachant que ce n'est pas son enfant. Et donc, il faut qu'il y ait un soutien constant qui soit présent à votre esprit. Le rôle des familles est important et je voudrais remercier le mari de George, David, qui est venu de New York, qui est venu et qui a facilité cet événement. David, merci beaucoup. Donc il ne faut pas oublier que sa famille fait partie de l'aventure, mais votre famille également peut en faire partie. Lorsque nous avons eu notre enfant, lorsque un membre de famille a un enfant, ma mère et moi, nous allions... L'interprète se reprend. Lorsque nous avions notre enfant, nous sommes allés la voir avec ma mère. Et cette femme comprenait que cet enfant n'était pas que pour nous, mais également allait faire partie de notre famille. Donc, il y a quelque chose qu'il va falloir négocier avec la donneuse dans tout ce processus. Elle peut parfois être plus à l'aise avec une interaction par semaine avec vous ou 2 conversations sur Skype par mois. C'est quelque chose dont vous pourrez parler avec elle. Mais votre présence et votre soutien tout au long de l'aventure est très important. D'un point de vue logistique, cela peut être plus difficile pour vous, mais cela pourrait être une bonne idée d'aller rendre visite à votre porteuse. Par exemple, vous pouvez aller au moment où il y a la première échographie et juste lui faire savoir que vous êtes avec elle. Il faut également ajuster vos attentes. Et ici, cela concerne un petit peu mon expérience personnelle. J'ai tendance à vouloir un petit peu tout contrôler. Et c'était une réalisation importante pour moi. Quelqu'un en a parlé dans le film qu'on a vu hier, si vous l'avez vu. Certaines des mères porteuses l'ont dit. Oui, il s'agit de votre enfant, mais c'est sa grossesse. Et il faut faire cette distinction. Il faut soutenir tout ce processus en l'ayant elle en tête et comprendre que les médecins sont là pour elle. Ils sont là pour la santé de l'enfant, mais c'est elle la patiente. Vous n'êtes pas le patient. Et si vous arrivez à faire cette distinction et la soutenir de cette manière, cela facilite tout le processus. Il y aura bien sûr des incertitudes, il y aura des problèmes, des pépins médicaux, juridiques, légaux. Et parfois, les futurs parents se sentent vulnérables parce qu'ils n'ont pas la capacité de tout contrôler. Il est important que vous compreniez que ce sera sans doute le cas pour vous aussi. Et comprendre comment vous faites face au stress et comment votre partenaire fait face au stress permettra d'alléger ces problèmes. Parfois, vous aurez des idées différentes concernant votre famille en fonction du père biologique, du fait si vous voulez avoir des jumeaux ou pas. S'il y a du matériel biologique des 2 futurs parents qui est implanté pour les embryons, etc. Et ça, ce sont toutes des bonnes choses dont il faut débattre avant d'entrer dans une relation avec la mère porteuse. Vos amis, votre famille vont faire partie de toute cette aventure. Ils voudront vous soutenir, mais parfois ce sera peut-être un peu trop pour vous. Il y aura toujours un grand-parent, une grand-mère qui sera toujours là à côté de vous pour vous soutenir. Parfois c'est une bonne chose, mais parfois ça pourra accentuer un petit peu plus encore le stress dans votre relation. Leur soutien, et je peux vous le dire, que si il y a des problèmes théoriques que votre famille pourrait avoir avec le fait que vous ayez un enfant avec une mère porteuse, alors, dès que l'enfant est né de la GPA, je peux vous dire que les grands-parents seront très heureux, tout comme si ça avait été un enfant normal, entre guillemets. Je ne sais pas si
C'est un problème culturel ici, mais aux États-Unis, ça l'est peut-être. N'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous êtes dans une situation dans laquelle vous ne savez plus faire face, si vous travaillez avec une agence, parlez avec les assistantes sociales, avec les travailleurs sociaux. Trouvez quelqu'un pour vous aider. Et certainement que votre donneuse et votre mère porteuse feront la même chose. Maintenant, on va avoir une petite discussion. On va vous... on va terminer la présentation PowerPoint et on va vous donner un aperçu des options que vous avez, des options de parentalité ici en Europe. On va parler de l'adoption. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de m'avoir donné la possibilité de parler de l'adoption aujourd'hui. Je m'appelle Sanne, je viens des Pays-Bas. Et je pense que je peux répondre à beaucoup de questions que vous pourrez avoir en termes de parentalité. Je sais que ce n'est jamais simple. Il faut se former, il faut obtenir des informations. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles. Il y a des problèmes de budget aussi. Mais réaliser son rêve est magnifique et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Tout comme Men Having Babies, mon mari et moi-même nous sommes rendus compte qu'il était difficile d'avoir accès aux informations pertinentes dans les processus d'adoption. C'est pourquoi j'ai voulu fonder une agence pour l'adoption. Souvent, en Europe, on n'aide que des Néerlandais, des Hollandais, mais si vous avez des questions, je pourrais vous mettre en contact avec d'autres organisations. Donc, si vous n'êtes pas des Pays-Bas, écoutez-moi quand même, je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans mon pays. Beaucoup de pays n'autorisent pas les couples gays à adopter. Je ne vais pas entrer dans une discussion politique, mais personnellement, je pense que c'est vraiment dommage. Parce que je pense que les couples gays et les couples lesbiens devraient avoir la possibilité d'aider les enfants défavorisés. Pour l'instant, les adoptions des couples lesbiens et les couples gays sont autorisées, mais à l'international, pas au niveau national. En Hollande, on a beaucoup d'expérience dans l'adoption pour les couples gays. Comment ça se passe aux Pays-Bas? Il faut avoir un numéro BKA, comme on dit, pour commencer. Ensuite, il faut obtenir des informations sur l'adoption, l'éducation d'un enfant. Ensuite, il faut avoir l'approbation du ministère de la Justice et du CPS. Et ensuite, vous choisissez une agence d'adoption telle que la nôtre. Nous sommes l'une des 5 fondations d'adoption. On a été créé en 2011, spécialisé aux États-Unis. On a déjà placé 80 enfants pour l'instant. Et la majorité d'entre eux ont été placés dans des couples gays, couples lesbiens. On travaille avec des partenaires. Michael Goldstein sera disponible. Vous pourrez poser des questions. Et on a différentes alliances, travaille avec des partenaires, des associations. Comment est-ce que l'adoption fonctionne aux États-Unis? Eh bien, ça commence lorsqu'une famille se retrouve face à un futur enfant, à une grossesse. Et l'une des options pour cette famille qui ne veut pas d'enfant est d'utiliser l'adoption, de laisser son enfant à l'adoption. Ils peuvent le faire de manière privée ou avec les services de l'administration de l'État. Si la famille le fait de manière privée, alors elle pourra choisir plus de critères. Et ensuite, c'est un processus qui prend plusieurs mois. Pourquoi est-ce que des personnes choisissent d'adopter aux États-Unis? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup d'enfants défavorisés, un demi-million d'enfants dans des foyers d'accueil.
C'est un processus complexe. Il y a beaucoup de problèmes juridiques qu'il faut surmonter. Parfois, il faut donc être prudent dans ce que vous faites. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir des informations sociales, médicales, contextuelles avec la famille biologique. J'ai moi-même une relation avec les familles biologiques de mes enfants, avec les parents biologiques, et c'est une bonne chose pour mes enfants, mais pour moi-même aussi. Quelques statistiques. Les coûts pour une adoption aux États-Unis entre 35 000 et 65 000 $. On veut être très clair là-dessus et vous pouvez voir aussi ces informations sur Internet. Et ensuite, je peux vous dire que les coûts sont les mêmes que en Hollande. Ensuite, les risques. Parfois, vous pouvez changer d'avis. Parfois, une maman change d'avis. Elle décide de garder son enfant parce que c'est son enfant. Dans 85% des processus d'adoption, c'est un succès. 84 placements avec 28 couples gays ou lesbiens, donc 33%. Et pour l'instant, 31% des couples qui sont dans un processus d'adoption sont des couples homosexuels. On travaille donc avec des couples hétérosexuels et des couples homosexuels. Voilà, c'était mon histoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je ne sais pas où on sera plus tard. Si monsieur peut parler dans le micro, s'il vous plaît, dans le micro. Sinon, l'interprète ne peut pas traduire. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y aura une séance de questions-réponses pendant 5 ou 10 minutes. Merci, merci. Il y aura plusieurs présentations sur des sujets qui ont déjà été abordés. Si vous voulez avoir plus d'informations de par les autres présentations, vous pouvez attendre. Mais si vous avez déjà des questions spécifiques, n'hésitez pas. Si vous pensez que quelque chose ne sera pas abordé plus tard, vous pouvez mentionner le sujet. About sharing the... Concernant le partage des ovules, des ovocytes, est-ce qu'il est possible de connaître les autres familles qui partageront ces ovules avec vous? C'est une question excellente. Je dois admettre que je ne connais pas la réponse. Est-ce que quelqu'un dans l'audience connaît la réponse? Concernant le partage des ovules, en fait, il y a deux options. Certaines cliniques vous demandent de faire le processus en même temps avec un autre couple et vous ne devez pas forcément les connaître. Vous pouvez choisir d'apprendre à les connaître, mais ce n'est pas une obligation. D'autres cliniques vous permettront de partager ces ovules en congélant la deuxième partie. Et alors après, vous n'avez pas la coordination, il n'y a pas le besoin de coordination avec un autre couple. Si vous êtes plutôt inquiet que d'autres enfants aient les mêmes connexions biologiques que vos enfants, alors vous devez savoir que parfois les donneuses d'ovocytes peuvent faire ce don 5 fois parfois. Et peu importe que vous partagiez les ovules ou pas, vous pouvez quand même faire partie d'un même cycle et vous pourrez quand même avoir 3, 4, 5 autres couples qui auront aussi bénéficié de cette donneuse d'ovocytes. Et il y aura donc peut-être d'autres enfants qui seront à moitié biologiquement liés à vos propres enfants. Mais c'est vrai que parfois, des couples veulent avoir des informations sur les autres couples qui ont utilisé les mêmes ovules ou pas. Ensuite, une deuxième question concernant l'adoption maintenant. Et une question sur le timing de l'adoption. Combien de temps est-ce que ça prend? Les chances sont les mêmes pour les couples homosexuels et hétérosexuels et ça prend 8 à 10 mois.
Et pour l'âge des enfants, c'est entre 2 mois et 2 ans. Mais bon, le processus prend 8 à 10 mois. Mais je vous dirais qu'il y aura une session à 3 heures dans la salle Borel. Et on parlera spécifiquement de l'adoption à ce moment-là, à 3 heures, donc à 15 heures. On a pris un peu d'avance et c'était voulu.